Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Charles. Mon invité aujourd'hui est Charles-David Lapointe, qui fait carrière dans le milieu de la sécurité depuis plus de 18 années. Monsieur Lapointe a été directeur de la sécurité pendant 11 ans dans des événements majeurs tels que le Ballon Blanc, Resolution et Mix-Aid. Il a également réussi sa formation en tant qu'inspecteur en transport collectif de l'ATN à l'École nationale de police du Québec. Monsieur Lapointe a développé et enseigné plusieurs formations en emploi de la force et secourisme pour des agents travaillant au Centre Eaton de Montréal et à la place Montreal Trust. Charles-David, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonjour, Mme Charles. Ça fait un plaisir d'être ici avec vous. Plaisir partagé. Donc, allons-y. Pouvez-vous nous parler de votre rôle en tant que directeur de la sécurité pour une société qui produit du cannabis à des fins médicinales? Hey, salut les agents de sécurité du Québec, j'interromps Parlons Sécurité 30 secondes juste pour vous demander de commenter, liker ou partager cette vidéo. Ça va nous aider à battre l'algorithme de YouTube. Donc, commentez, partagez, likez cette vidéo. De retour à Parlons Sécurité. Oui, en fait, depuis quelques années, là, je travaille sur ce projet-là. En fait, pour l'instant, c'est quand même une start-up. C'est une entreprise là, qui n'a pas encore de production officielle. On est toujours en attente là, de la licence de Santé Canada là, pour obtenir le droit de faire de la production et de la transformation de cannabis. Mon rôle depuis quelques années, là, ça a été de développer, de produire, de réviser et de traduire aussi ce qu'on appelle dans le langage des PONS, des procédures opérationnelles normalisées. Donc, en fait, là, toutes les procédures opérationnelles à l'intérieur de l'usine de production de cannabis, il faut les mettre en place, il faut les développer, il faut les adapter au milieu, à l'usine en comme telle, selon des normes assez strictes qui sont régies là, dans le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. Donc, ça a été émis par le gouvernement du Canada là, suite à la légalisation là, du cannabis en 2018. Et pour obtenir éventuellement là, la licence, là, il faut se conformer à plusieurs règles là, qui sont très, très exigeantes. Donc, mon rôle là, au fil des années, ça a été justement de travailler sur ces procédures-là avec d'autres personnes, bien sûr, là, la directrice des opérations. Et aussi, j'ai participé là, à des rencontres avec des conseils d'administration de villes quand on n'avait pas encore de site défini où on allait avoir l'emplacement de l'usine. Il fallait convaincre des villes là, pour nous accueillir. Donc, les villes sont des fois un petit peu réticentes là, à avoir ce type d'industrie-là. Encore aujourd'hui, en 2021, là, ça peut faire penser au crime organisé, aux affaires comme ça. Mais bon, il fallait aller plaider devant des conseils de ville là, pour pouvoir obtenir le droit là, de construire ce type d'industrie là, sur leur territoire. Finalement, le site a été choisi, c'est à Laval. Donc, de ce côté-là, c'est terminé pour moi. Mais éventuellement, lorsque l'usine aura obtenu sa licence de production, mon rôle en tant que directeur de la sécurité là-bas, ça va être d'appliquer, bien sûr, toutes les procédures opérationnelles, de pouvoir gérer les opérations et aussi d'agir à titre de coordonnateur des mesures d'urgence à l'intérieur du bâtiment là, qui devrait compter, somme toute, peut-être une cinquantaine d'employés au départ. OK, très bien. Ouais. 50 employés, incluant la sécurité? Pour la sécurité, c'est seulement moi. Donc, pour l'instant, c'est seulement moi, mais on parle des gens qui sont affectés à la production, à la transformation, on parle des communications, on parle des ressources humaines, on parle en fait là, de l'équipe de l'administration, les actionnaires qui sont là. Il faut comprendre qu'une usine de production de cannabis, c'est comme une petite fourmilière, là, mais c'est extrêmement réglementé. Pour l'instant, on ne parle pas encore d'avoir une équipe d'agents sur les lieux. C'est beaucoup plus axé sur la sécurité physique, je vous dirais, avec des dispositifs de sécurité électronique. On parle de systèmes de surveillance de caméras en circuit fermé, détecteurs de mouvement, toutes ces choses-là, mais à la fine pointe de la technologie. OK, très bien. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est vous qui êtes maître des lieux concernant la sécurité. Maître des lieux, je ne suis pas maître des lieux, mais en fait, j'ai la confiance des actionnaires pour l'instant. J'espère bien pouvoir la développer et mettre en œuvre tout le travail que j'ai accompli au fil des ans.
et apporter ce projet-là à un autre niveau. Donc là, on est vraiment à l'étape où on est en train d'obtenir, de faire tout le travail en amont pour obtenir notre licence de production, ce qui est énorme. Là, je vous dis, obtenir une licence de production de cannabis, même si c'est à des fins médicales au Québec, c'est presque aussi réglementé qu'une banque, sinon plus. Mais suite à ça, là, une fois que c'est fait, là, on peut commencer les opérations, faire de la production, mais il vient avec ça aussi tout le modèle de gestion là, des procédures qu'on a mis en place. Là, donc, c'est important aussi d'avoir quelqu'un de confiance à ce niveau-là. OK. Excellent. Très bien. Bonne chance dans le développement de tout ça. Faisons un petit retour en arrière. Comment a débuté votre carrière dans le domaine de la sécurité? Oui, ben en fait, je ne m'enlignais pas du tout là, pour travailler dans la sécurité. En fait, j'ai fait des études en psychologie et suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'envisageais de travailler dans la GRC. Donc, moi, je me suis inscrit là, au niveau du processus d'embauche de la GRC. Mon idée, là, en arrière de ça, c'était d'appliquer tous les concepts de psychologie au modèle policier. En fait, je suis peut-être un peu d'avance sur mon temps, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même d'actualité. On parle de plus en plus d'amener des concepts là, aux policiers pour qu'il y ait un regard différent au niveau de l'intervention qu'ils vont faire avec les personnes qui retrouvent une situation en personne d'itinérance, personnes qui ont des difficultés au niveau des troubles mentaux. Bref, à cause que j'ai malheureusement un trouble de perception des couleurs. Donc, je suis daltonien. J'étais arrivé à la fin de mon processus d'emploi et j'ai été en fait exclu du processus parce que je ne sais pas pourquoi, mais encore aujourd'hui, une personne qui souffre de daltonisme ne peut pas être policier. Que ce soit au Québec ou au Canada, c'est un critère qui vous exclut de la profession. Donc, je me suis retrouvé un petit peu déboussolé. Mon parcours était un peu brisé. J'ai décidé d'entamer des études en droit. Et j'habitais centre-sud, un peu proche du métro Papineau. Et je ne sais plus comment c'est arrivé, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé là, pour travailler au Unity, qui existe encore. C'est un bar dans le village. À l'époque, je n'étais pas aussi massif, je m'entraînais un petit peu, mais je n'étais pas encore, je pesais peut-être 180 livres. Fait que, bref, j'ai saisi l'expérience, me faire un peu d'expérience dans le milieu de la sécurité. J'ai débuté comme ça. Portier dans le village, dans un club gay au Unity. Puis on se rappelle, moi j'étais en 2003. Aujourd'hui, en 2021, l'acceptation, c'est quelque chose de, c'est beaucoup plus marqué, je te dirais. Mais au début des années 2000, un hétérosexuel qui avait travaillé dans le milieu gay, c'était quand même assez particulier. Donc, dans ce temps-là, il y avait encore des soirées, c'était exclusivement réservé aux hommes. Il n'y avait aucune femme qui avait le droit d'entrer, alors qu'aujourd'hui, on pourrait plus considérer ça. Mais c'est comme ça que ma carrière a commencé, comme portier. Et par la suite, je suis devenu assistant chef de la sécurité là-bas, chef de la sécurité. Ce métier-là m'a amené à me faire beaucoup de contacts dans le milieu avec des gens quand même assez influents, ce qui m'a permis de développer des contrats à gauche et à droite, principalement au niveau du Ballon Blanc, avec une agence de production là, de Montréal qui, à l'époque, contrôlait la majorité des gros événements de musique électronique à Montréal. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai développé mon rôle au sein de l'organisation. De Ballon Blanc à Ballon Blanc, j'ai évolué au sein de l'organisation. J'ai fait aussi de la protection de personnes politiques, de personnes de protection rapprochée pour des événements. Puis, en parallèle de ça, j'avais ma carrière de portier. Là. Ça m'a amené à travailler dans des immenses événements. Là, on parle Sensation, Resolution pour les plus vieux. Là, ils vont se reconnaître, le Mixaid, au Terrasse Bon Secours, au Times, au Club Opéra. J'ai travaillé au MP3, au Stéréo beaucoup. J'ai travaillé dans des gros événements au Beach Club aussi, quand on produisait des événements au Beach Club, là, avant l'ère Primo, là, c'était d'autres propriétaires qui étaient là.
Donc, c'est ça, là, je faisais vraiment des gros événements. Mais en parallèle de ça, j'ai développé aussi une carrière dans un milieu institutionnel. Donc, je suis devenu agent de sécurité au Collège de Maisonneuve pendant plusieurs années. Donc, ça a développé une autre partie du milieu de mes habiletés dans le domaine de la sécurité privée. On s'entend que le milieu des bars, des clubs, des gros événements de musique électronique, c'est une chose. La sécurité privée dans le milieu institutionnel ou commercial, c'est un autre paire de manches. Les règles sont différentes. La dynamique est différente. Le genre, pas le genre d'agent, mais la façon qu'on va appréhender les événements ou qu'on va réagir face aux événements, c'est très différent aussi. Ce n'est pas les mêmes codes, tout ça. Donc, ça m'a permis de façon concordée d'avoir deux modèles de sécurité, de développer de deux façons. Donc, une façon peut-être plus de jour, de façon plus, je dirais, plus de routinière, là, avec des procédures très, très formelles dans le milieu institutionnel, puis aussi dans le milieu des bars et des clubs. OK. Excellent. Ça, vous avez goûté un petit peu aux deux, là, mais je veux dire, c'est un petit peu contraste, si on peut dire. Oui, bien, en fait, oui. Ben, c'est ça, c'est comme je disais, là, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Là. Mais je pense qu'un bon agent, c'est aussi capable de s'adapter aux différentes réalités. C'est sûr que dans un bar, dans un club, quand, je ne sais pas, moi, il y a une bataille qui pogne ou il y a une menace directe par rapport à quelqu'un qui, je sais pas, qui va faire un bum rush à la porte. On ne va pas réagir avec la même façon que dans une école secondaire ou dans un cégep ou dans une université. Le temps de réaction est beaucoup plus court. Notre capacité à réagir aussi est beaucoup plus courte. Il faut prendre des décisions souvent dans les secondes, alors que dans un milieu institutionnel, bien sûr, ben c'est plus normalisé. C'est plus encadré comme façon de procéder. Okay. Excellent. Et puis, présentement, justement, vous êtes sergent au service de sécurité au cégep Édouard-Montpetit, c'est bien ça? Oui, je suis retourné à mes anciens amours. Excellent. Et puis, pouvez-vous nous dire rapidement quelles sont vos tâches diffèrent de quelle façon comparativement à lorsque vous étiez directeur de la sécurité au Bal en Blanc, par exemple? Bien, au Bal en Blanc, en fait, c'est ça, c'est un énorme événement. Là. Les gens qui n'ont pas connu ça à l'époque, c'est un événement de musique électronique c'était le plus gros en Amérique du Nord. On pouvait à l'intérieur, le plus gros rave à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Avant qu'on ait la misère avec les forces des pompiers là, qui restreignaient la capacité du Palais des Congrès, on pouvait atteindre jusqu'à 15 000 personnes là, à l'intérieur, ce qui est quand même énorme. Un festival extérieur, déjà à 15 000 personnes, c'est beaucoup de monde. À l'intérieur, c'est encore plus d'organisation. Donc, mon rôle au Bal en Blanc en tant que directeur de la sécurité, c'était vraiment en 3 étapes. Donc, c'était à peu près, je vous dirais à peu près 2 mois et demi, 3 mois de préparation avec la production. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher une partie des agents là, qui étaient sous ma responsabilité, de coordonner mon travail avec celui d'autres firmes de sécurité privée qui allaient être sur les lieux, de aussi coordonner le travail avec le SPVM, les forces qui étaient à l'intérieur de la sécurité du Palais des Congrès. Il y avait aussi les paramédics, il y avait une équipe, à l'époque c'était Évolu Soins, je ne me trompe pas, qui s'occupait des premiers soins à l'intérieur pendant l'événement. Donc, mon rôle, c'est vraiment de m'occuper de gérer tout ça et de coordonner les forces de sécurité à l'intérieur avec la production. Donc, c'était un 3 mois très intense, très stressant. Pendant l'événement, bien sûr, je m'occupais, j'avais à peu près entre 50 et 100 agents, là, dépendamment des années. Là, ça a toujours évolué. Je pense qu'à la dernière édition, je n'étais pas loin de 100 agents qui étaient sous ma supervision directe. C'est des agents que moi-même, je trouvais. Okay. Donc, c'était quand même assez impressionnant là, comme troupe. Et ça, c'est sans compter les agents qui venaient de d'autres sport. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu Colossal pendant un bout de temps. Il y a eu Bess, c'est surtout Bess qui était là, Garda.
Donc, en tout et partout, là, je pense qu'on devait avoir au-dessus de 200 agents là, qui étaient présents sur le site, à la fois pour contrôler le périmètre extérieur, mais aussi tout ce qui était à l'intérieur. Moi, principalement, ma tâche, c'était les agents qui étaient à l'intérieur. Donc, les VIP, les contrôles d'accès, tout ce qui était accès au vestiaire, tout ça. C'était principalement les agents qui étaient sous ma supervision. Donc, c'est ça, pendant l'événement, j'avais cette partie-là. J'agissais aussi en tant qu'observateur pour le producteur. Donc, je m'occupais à chaque fois qu'il y avait une intervention, soit avec la force ou en premier soin. Donc, il fallait que je documente ce qui se passe. Arrestation, des affaires comme ça, essayer d'aller chercher le maximum d'informations pour pouvoir informer la production de ce qui s'était passé. Et ça, bien sûr, ça a l'air facile, mais je pense que ça a duré à peu près 18 heures, là, les ballons blancs là, dans le temps. Là. Donc, en 17 et 18 heures debout à documenter, à prendre des notes, à gérer mes agents, c'était quand même une tâche assez assidue. Et par la suite, mon rôle, c'était aussi de produire un post-mortem. Donc, avec toutes les informations que j'avais prises au cours de la soirée, je produisais un post-mortem dans les mois qui suivaient à la production, toujours dans le but d'optimiser le travail. Exemple, s'il y avait eu un problème au vestiaire, comment on pourrait l'année d'après essayer de régler ça. Il y avait-tu une disposition au niveau de l'environnement qui était à changer? Est-ce qu'il y avait des agents qui servaient plus ou moins à grand-chose et qu'on pouvait couper ou redéplacer au niveau de la disposition, au niveau du palais des congrès pour pouvoir justement optimiser à chaque année l'expérience qui était donnée aux gens. Et ça a toujours été là, des expériences très stressantes, mais aussi très gratifiantes où j'ai appris beaucoup sur moi-même, mais aussi sur la sécurité. En 18 heures, il s'en passait des choses. On a vécu une année proche d'une émeute parce qu'à un moment donné, les pompiers ont fermé les portes, personne ne rentrait, il y avait des gens qui voulaient rentrer, mais on ne pouvait pas les laisser rentrer. Il y a eu des crises cardiaques, des gens qui sont partis avec flatline, là, il n'y a même plus de pouls. Là. Bref, ça a été très stressant. Aujourd'hui, il n'y en a plus. La dernière édition que j'ai faite, c'était je pense, 2016. C'était avec Product qui s'occupe du Moustigaz. Donc, le ballon blanc avait été vendu, avait été racheté par Product. Ça a été la dernière édition que moi, je me suis occupé. Ils en ont fait un dernier, il était à l'extérieur, au Parc Jean-Drapeau. Par la suite, il y en a eu un autre. Je pense que ça n'a pas marché parce que finalement, ils n'ont pas eu le permis, mais ils ont fait ça au Moustigaz. Mais ça va être difficile aujourd'hui d'avoir des événements de cette ampleur-là. En 2021, les autorités sont frileuses à donner les permis pour ce genre d'événement-là. C'était des belles années, très stressantes cependant. Je m'en souviens toute ma vie. Donc, comment ça diffère avec le milieu de la sécurité, mettons, dans un cégep où je travaille présentement? Bien, comme je viens de vous l'expliquer, c'est jour et la nuit. Là. Dans un cégep, tout est normalisé, tout est contrôlé, encadré. C'est une petite ville, un cégep. Dans le mien, il y a entre 7 000 et 8 000 personnes par jour qui passent, mais c'est très routinier comme travail, on s'entend. Là, je dis, les gens rentrent, il y a des activités, il y a du parascolaire, il y a de la communauté, il y a des activités sportives, oui, il y a des cours réguliers qui se passent, des cours à la formation continue, mais on ne parle pas d'une intensité aussi grande que lors d'un événement là, de l'ampleur du ballon blanc. Là. Comparativement à des journées là, qui se passent dans un milieu institutionnel comme un cégep. OK, très bien. Ça dure un peu moins longtemps, la journée de travail, j'imagine, 17-18 heures. Ça dépend si je fais un douche, je me ramasse à faire des 16-17 heures. Mais non, en fait, vous êtes, je pense qu'une année, même vous étiez là. Vous faisiez partie de l'équipe, donc vous avez goûté à ce que c'est. Même des fois, je me souviens, j'étais jeune, aujourd'hui j'ai peut-être plus cette endurance-là, mais j'allais aussi travailler à l'after, à Ballon Blanc au stéréo. Donc j'allais faire un autre 12-14 heures. Fait que ça me faisait des longues fins de semaine de Pâques. Disons que j'ai pas eu de fin de semaine de Pâques pendant plusieurs années. Là. Ça a été assez bizarre la première année que je me suis retrouvé sans ballon blanc, sans rien à faire à Pâques. Il y a quelques années, ça m'a fait un petit pincement, mais en même temps, bon, les années passent, les choses changent.
Oui, effectivement. Vous avez fait Ouais. ça pendant à peu près 11 ans, c'est ça? 11 ans, oui, c'est ça, à partir de la première fois où j'ai eu mes responsabilités jusqu'à la dernière édition où j'ai participé. C'est sûr qu'au fil des années, comme je vous ai expliqué, mes tâches ont toujours évolué. Au début, je me souviens bien, j'avais commencé, j'étais peut-être à 7 ou 8, 10 agents qui participaient sur mon équipe, là, sous ma responsabilité. Et au fil des années, j'avais toujours un nombre grandissant d'agents qui s'ajoutaient. J'occupais de plus en plus de superficie au niveau de la surface. Et bien sûr, le rôle d'observateur, d'aller voir comment les interventions des autres agences, pas pour critiquer, mais c'est juste que si jamais, exemple, ça arrivait des fois qu'il y avait une arrestation ou des expulsions et là, le client ou la cliente voulait porter plainte, mais c'était important d'avoir un observateur indépendant qui puisse juger de la situation parce que le producteur est toujours imputable de ce qui se passe là, si jamais il y avait des poursuites, des affaires comme ça. Puis, bien sûr, je circulais constamment, donc j'avais toujours un œil sur tout ce qui se passait à l'intérieur. C'est toujours dans une perspective d'amélioration de l'expérience des clients, mais aussi des gens qui y travaillent. Là, c'est pour ça qu'on m'engageait et qu'on me demandait de faire un post-mortem par la suite. OK, excellent. Et puis, si on revient au milieu des établissements scolaires, les agents de sécurité qui sont sous votre responsabilité, quels sont leurs rôles? En fait, c'est très varié, les rôles que les agents peuvent avoir dans le milieu scolaire. Comme j'ai expliqué, le milieu dans le cégep institutionnel, c'est vraiment une petite ville. Donc, on a la majorité des problématiques qu'on vit dans la société, mais à plus petite échelle. Des problèmes avec des étudiants qui souffrent de problèmes d'anxiété, dépression, divers au cours de la session. On a beaucoup de contrôle d'accès, bien sûr. Donc, les agents vont être appelés justement à contrôler, à assurer la sécurité des personnes et des biens, bien sûr. Contrôler aussi tout l'accès au stationnement, l'accès aux locaux, l'accès aux bâtiments, donc que ce soit à l'ouverture jusqu'à la fermeture. Assurer le bon déroulement des activités aussi, s'assurer là, que tout se passe selon les normes, selon les règlements. On applique aussi les lois en vigueur là, dans la limite du possible, selon le bon vouloir de l'administration. On est les représentants légaux là, de l'administration, donc on agit à titre de mandataire pour eux. Donc, c'est ça. En gros, c'est pas mal ça le rôle des agents de sécurité dans le milieu collégial ou universitaire. Là, ça se ressemble beaucoup. C'est un beau travail. C'est un travail qui demande du tact et de la vigilance. Ça demande aussi une sensibilité, je vous dirais, là, par rapport à la réalité collégiale. Comme j'ai dit plus tôt, on n'intervient pas de la même façon dans un cégep ou une université versus un club ou un bar. C'est sûr que peut-être que dans un club, la discussion va être moins longue par rapport à une infraction ou si le client n'est pas coopératif par rapport à des règlements internes. Dans un cégep, bien sûr, on ne peut pas appliquer ça. C'est toujours dans la perspective d'éduquer les jeunes qui sont les élèves, les étudiants. Donc, dans cette perspective-là d'éducation, on va adapter nos interventions aussi en conséquence. OK. Ça c'est intéressant, par contre. Donc, quand vous dites que vous adaptez vos interventions justement en lien avec le fait qu'on soit dans un environnement scolaire et d'éducation, fait que de quelle façon que ça fait de quelle façon vous appliquez, faites vos interventions? Je vais vous donner un exemple. Supposons là, qu'on a une plainte pour des vols dans des casiers, exemple, puis on se rend suite à des visionnements, enquête, on finit par se rendre compte que c'est un étudiant qui commet l'infraction. Il y a deux façons de le traiter. Ou on le traite, on judiciarise la personne, donc on amène ça au criminel avec les conséquences pour le futur qu'ils peuvent avoir, ou on traite ça à l'interne et on essaie d'avoir une approche plus éducative à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une approche qui va faire comprendre quelque chose, avoir une leçon à l'étudiant. Donc, ça, il faut passer par le règlement étudiant, il faut passer par le service aux étudiants. Donc, c'est eux qui vont prendre le relais dans l'intervention, mais il va y avoir une intervention qui va être faite à ce niveau-là. Donc, il y a deux façons de procéder.
Ça peut être aussi comme récemment le problème avec les masques. Donc, j'avais des étudiants qui refusaient constamment de porter le masque pour des raisons X là, à l'intérieur de l'établissement, alors que c'était exigé sur les lois de la santé publique. Donc, il y a la façon plus rough de le faire, c'est j'expulse les étudiants parce qu'ils ne respectent pas les règlements de la santé publique, ou je fais une intervention coordonnée avec la direction du service aux étudiants après avoir identifié l'étudiant, puis après avoir répertorié le nombre d'infractions avec les informations précises. Il va y avoir une intervention qui va être faite dans un but éducationnel. Donc, on va apporter l'étudiant face à une réflexion par rapport aux gestes qu'il cause, puis par rapport aux conséquences que ça peut avoir pour les autres étudiants ou l'environnement autour de lui. Donc, dans ce processus-là, donc on part d'une infraction, puis au lieu d'avoir une approche très répressive par rapport à ce qui se passe, mais on va l'amener à cheminer comme dans un parcours scolaire du même type. Donc, comme on voit, c'est même à l'école, parce que même s'il y a une infraction qui est commise, on va quand même avoir une approche plus éducationnelle où il va y avoir un cheminement personnel qui va être encouragé chez l'étudiant. Et c'est très bien, ça, en fait. Ça matche l'environnement dans lequel vous êtes. Exactement. Dites-moi, comment parvient-on à gravir des échelons dans ce milieu de la sécurité? Est-ce qu'il y a des échelons qu'on peut gravir? Vous m'avez mentionné que vous êtes sergent, mais est-ce qu'il y a d'autres... dans le milieu en général, dans le milieu de la sécurité privée? Non, en fait, dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, en fait, c'est probablement par l'expérience. Il y a aussi le potentiel. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le milieu de la sécurité privée, on se fie beaucoup à l'expérience des personnes. Quand quelqu'un arrive avec un long CV, avec beaucoup d'années en arrière de la cravate, souvent, cette personne-là va être considérée. Personnellement, de mon point de vue, je pense que ça soit l'approche toujours à considérer. Je pense qu'on doit aussi considérer le potentiel de la personne. Donc, d'une part, l'expérience, oui, c'est très pertinent. Ça peut faire gravir des échelons au niveau de la sécurité, que ce soit dans un milieu institutionnel, commercial, peu importe. Mais on devrait aussi pouvoir considérer le potentiel des gens. Donc, suite à une bonne entrevue, on engage la personne, on la regarde évoluer dans son travail. Et si on a des superviseurs qui sont attentifs et sensibles à leurs agents, c'est important de pouvoir détecter les personnes qui ont justement un potentiel à pouvoir obtenir un rôle de supervision ou un rôle supérieur au sein de la hiérarchie. Parce qu'on s'entend, plus on monte, plus le rôle devient de superviser d'autres personnes sous sa responsabilité. Et selon moi, je pense que c'est important justement d'avoir des personnes cadres, des personnes ressources qui sont justement les supérieurs, qui vont être sensibles justement au potentiel des agents qui sont sous leur responsabilité pour pouvoir éventuellement leur faire graver les échelons au sein de la hiérarchie. Je pense que c'est principalement comme ça qu'on augmente au niveau là, des rangs au niveau de la sécurité dans un cégep. OK. Excellent, merci beaucoup. Et parlez-nous de votre formation à l'École nationale de police. C'est comment, puis qu'est-ce que ça vous a amené? Oui, c'est ça. En 2014, j'ai été embauché par l'AMT et ça venait avec c'est en fait une promesse d'embauche conditionnelle au fait qu'on va passer une formation de 12 ou 13 semaines à l'École nationale de police du Québec. Donc, écoutez, moi, je dirais pour tout le monde qui tripe sur le parapolicier, le policier, l'École nationale de police du Québec, c'est comme Poudlard. Sérieusement, aujourd'hui encore, je considère que c'est peut-être la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie, d'avoir eu cette chance-là, d'avoir pu aller à l'École nationale de police. C'est une formation qu'on dit, une formation pour la sécurité publique, donc une formation sur mesure, qui est calquée sur celle qui est donnée aux policiers. C'est sûr qu'il y a des éléments qu'on ne voit pas, exemple, il n'y a pas d'arme à feu, mais on faisait conduite dangereuse, on faisait des mises en situation adaptées à la réalité du train de banlieue. Donc, l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, qui est aujourd'hui le réseau métropolitain de transport, s'occupe de l'exploitation et des trains de banlieue et du transport en commun dans la grande région métropolitaine de Montréal
outre à Montréal, la STM et à Laval pour la STL et à Longueuil pour la RTL. Bref, mon expérience là-bas, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de choses. J'ai pu acquérir plusieurs capacités, plusieurs habiletés au niveau du savoir-être, au niveau du savoir-faire, au niveau du savoir. On est formé par les meilleurs instructeurs au Québec, que ce soit en emploi de la force, que ce soit au niveau de la communication tactique. C'est du matin au soir, tout ce qu'on fait, c'est apprendre. Tu te lèves, je pense que c'est à 6 heures, je ne me trompe pas, et on se couchait, le couvre-feu était à 22h30 je pense absolument qu'il fallait être couché pour 11 heures. Entre ces 2 heures-là, tout ce qu'on faisait, c'était l'apprendre, que ce soit techniques de combat, techniques d'autodéfense, des mises en situation, tout l'aspect légal, la communication tactique, conduite dangereuse, nommez-le, ça a toujours été des journées extrêmement bien remplies. Et je souhaite cette expérience-là à tout le monde qui a ça, qui vit de ça, qui vit de la sécurité, du modèle soit policier, parapolicier. Je pense que c'est quelque chose qui peut apporter grandement dans la carrière d'un agent. Oui, excellent. Puis ça, c'était une formation de combien de temps à peu près? Si je ne me trompe pas, c'était 12 ou 13 semaines. Okay. Ouais, c'est ça. C'était continuel, donc vous dites que là, vous couchiez là-bas. Oui, ouais, c'est ça. On couchait là-bas, c'est à Nicolet, là, bien sûr. Donc, on couchait là-bas, on venait le vendredi, il fallait absolument revenir pour le dimanche, là, pour être là pour le lundi matin. Okay. Et c'est ça, on mange là-bas, la cafétéria, j'ai développé des amitiés encore aujourd'hui que je considère des amis qui sont comme des frères pour moi. Ma cohorte, là, c'est des gens que j'ai en plus haute estime d'avoir traversé ces semaines-là avec moi. Là-bas, j'étais sergent, donc je m'occupais de ma cohorte. J'étais le plus vieux, donc ça tombait comme ça. Je me suis occupé de la discipline, mais en même temps, c'était très agréable parce que j'avais une super belle cohorte, des gens formidables qui étaient avec moi. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai des belles amitiés avec eux. Wow, super. Ouais. Comment cette formation-là vous a aidé à devenir plus performant? Comme j'ai expliqué, c'est vraiment une formation qui vous enseigne beaucoup sur le savoir, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau des pouvoirs de l'agent, de ce côté-là. Donc, on apprend énormément au niveau légal. Mais il y a aussi il y a le savoir-faire. Donc, que ce soit en dojo, on passait, je pense, au-dessus de 100 heures en dojo. Donc, des techniques de défense à main nue contre les attaques au couteau, l'étranglement, toutes ces techniques-là, menottage, on a vraiment mis ça à l'épreuve. On passe des examens très pointus aussi à la fin là, pour pouvoir obtenir notre diplôme. Mais il y a aussi l'aspect du savoir-être. Donc, les instructeurs là-bas nous forment, bien sûr, là, comme j'ai dit, là, sur les techniques, tout ça, sur le savoir, mais ils nous forment aussi à être intérieurement de meilleurs agents. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à détecter nos forces, nos faiblesses. Et ça passe beaucoup par les mises en situation. Donc, on fait énormément de mises en situation. Donc, à Nicolet, c'est des comédiens qui sont dans le bottin des artistes. Là. On peut même, souvent, il y en a qu'on reconnaissait là, parce qu'on les avait vus à la télévision. Là. Donc, c'est des comédiens engagés par l'École nationale de police. Donc, les situations sont d'un très grand réalisme, ce qui nous force justement là, à mieux se connaître là, quand on vient en intervention. Et ça m'a permis justement d'aller chercher, d'aller voir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, de travailler sur mes faiblesses. Puis au bout de 12-13 semaines, c'est sûr que je n'étais plus la même personne que j'étais quand j'avais commencé ma formation. Wow. Ça m'avait apporté à un autre niveau, personnellement, émotionnellement, qu'aujourd'hui, je peux dire que ça a été extrêmement bénéfique pour moi, là, cette formation-là. C'est très, très intéressant. Parce que à cause que vous avez vécu des situations particulières auxquelles vous n'avez jamais vraiment été confronté, ça vous a permis, vous avez réagi à ces situations-là, puis ça vous a aussi montré des facettes de vous que vous ne connaissez peut-être même pas.
Tout à fait. Mais en fait, c'est comme j'ai dit, c'est que les simulations, les mises en situation sont tellement réalistes et on fait ça toujours devant le groupe, devant les instructeurs. Il y a une rétroaction par la suite, mais on entre vraiment dans le jeu. Donc, le comédien, lui, il est payé pour, si le scénario, c'est de te faire sortir de tes gonds ou de faire en sorte que tu fasses un mouvement, tu utilises une force excessive par rapport à lui, mais il va tout faire pour y arriver. OK. Tu sais, comme dans la vraie vie, des fois, on pense que c'est facile d'intervenir auprès d'un, je sais pas, un client qui est agressif ou qui se met à t'engueuler ou à t'injurier. On pense que c'est facile, mais ce n'est pas facile parce qu'on finit par prendre ça personnel à un moment donné, puis c'est justement d'instaurer cette barrière-là. Mais dans la mise en situation, les comédiens sont payés pour ça. Ils sont très habiles aussi et ça te fait réaliser des choses sur ton tempérament, sur tes limites aussi. On travaille toujours à deux. Donc, si je vois que mon partner il commence à perdre le nord ou à perdre le sens d'intervention, à ce moment-là, moi, je peux embarquer. Et je mets beaucoup d'emphase maintenant aujourd'hui sur les mises en situation lorsque moi-même, je donne des formations à mes élèves. Exact. Ça, c'est un autre point que je m'en allais rajouter. Je crois vraiment que les mises en situation, c'est la clé pour vraiment comprendre comment intervenir. Hein? Tout à fait. Ça, ouais. Et des mises en situation réalistes. Ouais, c'est important aussi. Parce que des fois, ce que je me suis rendu compte dans divers programmes de formation auxquels j'ai assisté, c'est que la formation n'est pas réaliste du tout. On voit le tableau se dessiner, c'est tellement gros qu'on n'y croit pas. Et là, on a l'agent de la difficulté, en formation, de la difficulté à rentrer dans le scénario où il connaît déjà les réponses d'avance. Que ce soit en emploi de la force ou en communication tactique ou peu importe, plus la situation est réaliste, plus à ce moment-là, on risque de rentrer dans le jeu. On ne voit plus ça comme une simulation et on reproduit ce qui se passerait dans la vraie vie lors d'une vraie intervention. OK. Excellent point. Donc, c'est un bon point à mentionner pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont des centres de formation ou quoi que ce soit. C'est un bon point de Charles David. Dites-moi, vous avez accompli plusieurs rôles jusqu'à maintenant, directeur, sergent et formateur. Lequel préférez-vous et pourquoi? Aujourd'hui, j'aime beaucoup le rôle j'ai été lieutenant, le rôle de lieutenant-sergent, d'avoir une équipe sous mes ordres. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pas parce que je suis sur un power trip ou j'aime ça, je bosser du monde. Au contraire, je me vois plus comme un leader d'influence, c'est-à-dire un gars qui va sur le terrain avec ses agents, qui partage l'expérience du terrain. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une partie que le superviseur ne peut pas toujours être sur le terrain parce que sinon, on travaille en double. Là, ils ont des tâches administratives à accomplir. Mais aujourd'hui, ce rôle-là, d'avoir mon équipe à moi, de pouvoir la développer, j'aime ça redonner à mes agents l'expérience que moi j'ai vécue, les habiletés que moi j'ai vécues, les capacités, l'expérience, tout ça, le savoir que j'ai eu, j'aime ça redonner ça aux gens qui sont sous ma supervision. C'est pour ça que j'aime bien le rôle soit de lieutenant, de sergent. Ça me permet d'avoir cette chaise-là, cette capacité-là, ce rôle-là, mais aussi cette légitimité-là. C'est sûr qu'on s'entend, je serais un nouveau agent dans une place, puis je commencerai à jouer à ça. Je serais peut-être moins bien vu au sein de l'équipe, mais avec le rôle de superviseur, de lieutenant, de sergent, ça passe mieux. OK. Excellent. Et une dernière question pour clore cette entrevue. Pouvez-vous me nommer une action, avec votre expérience, là, vous allez bien répondre à ça. Pouvez-vous me nommer une action concrète qui pourrait être faite afin d'améliorer l'industrie de la sécurité au Québec? C'est sûr, moi, je pense que tout passe par la formation. Je pense que présentement, là, dans l'état actuel des choses de la sécurité privée, il y a un examen sérieux qui doit être posé sur l'état des choses présentement. On sait qu'au niveau du ministère de la Sécurité publique, là, présentement, il y a tout un travail qui est fait au niveau du travail policier, mais qui s'accompagne aussi d'une réflexion sur comment la sécurité privée peut aussi occuper sa place dans tout cet univers-là du policier, du parapolicier. Pour avoir la reconnaissance des gouvernements
Par rapport au travail des agents de sécurité, je pense que ça va passer par une meilleure formation. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on donne de formation à un agent, plus on lui donne d'outils qu'il va traîner dans son bac à outils. Plus cet agent-là va avoir d'outils, moins il va avoir tendance à être anxieux sur les interventions. Puis il y a 3 façons de réagir par rapport à un danger. Hein. Puis là, je dis danger, je ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui est agressif, qui a un couteau, tout ça, mais n'importe quelle situation anxiogène, il y a 3 façons de réagir. Soit tu fight, soit tu flight ou soit tu freeze. Puis on le voit des fois dans des vidéos, on voit les agents qui sont complètement gelés par rapport à une situation, qui ne savent plus comment réagir. Moi, je pense que si ça passe beaucoup par la formation. Plus on va donner d'outils à quelqu'un, plus il va être capable d'avoir des bons réflexes dans des situations qui sont anxiogènes, qui très stressantes. Ça prend aussi, justement, la formation amène aussi à mieux se connaître. Donc, un agent qui a trop d'outils, mais qui est comme un peu cocky, qui a trop de confiance, qu'est-ce que ça fait? Mais souvent, ça fait l'inverse. Ça fait que l'agent va agir d'une façon excessive dans ses réactions. Il va avoir trop de confiance, il va avoir tendance à utiliser une force qui est, de l'autre côté, là, abusive. Donc, avoir une bonne formation permet aussi justement d'avoir une bonne modulation dans tes interventions, puis de pouvoir avoir un bon pouvoir discrétionnaire au niveau du niveau de force à appliquer. Donc, je pense sérieusement que plus on va donner de la formation aux agents, plus on va l'exiger, cette formation-là, plus les agents le travail des agents va être reconnu par les gouvernements et qu'éventuellement, ça va amener de meilleures conditions salariales, de meilleures conditions de travail aussi et de redéfinition de tout ce qui est le travail d'agent de sécurité. Peut-être qu'on va arriver à avoir plusieurs classes d'agents de sécurité avec différents niveaux de formation qu'on va payer selon leur niveau de compétences. On le voit, par exemple, avec les infirmières. Vous avez les infirmières cliniciennes, les infirmières praticiennes, les infirmières techniciennes, les préposés bénéficiaires et leur salaire est modulé en fonction des études qu'ils ont fait. Moi, je pense sérieusement qu'il y a un examen présentement qui devrait être fait au niveau de l'état des choses. En 2021, on le voit, les forces policières sont débordées. Ils ne peuvent plus avoir la même couverture de travail dans les villes. Il va falloir à un moment donné qu'on se penche là-dessus. Puis je pense que c'est qui qu'on va appeler, mais ça va être des agents de sécurité. C'est important que ces agents-là soient extrêmement bien formés, d'avoir un bon bassin d'agents formés pour pouvoir accoter la demande qui va être faite, que ce soit par les municipalités, par les différents paliers gouvernementaux. Cette demande-là va éventuellement venir parce qu'on le voit, les forces policières ne peuvent plus avoir le rôle qu'il y avait dans le passé. Il y a trop de choses auxquelles ils doivent s'attarder. Et là, je pense, par exemple, la surveillance de stationnement, la distribution de constats d'infraction, plusieurs choses, plusieurs domaines où, justement, il y a un milieu là, où la sécurité privée pourra venir gruger un peu là, du territoire. Oui, supporter, effectivement. Ouais, exactement. Très bien. Donc, merci pour ces conseils et j'avais dit une action, mais vous en avez mentionné plusieurs. C'est excellent. Pour conclure, pour de vrai maintenant, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, des remerciements, salutations? C'est sûr, je ne pourrais pas remercier tout le monde que j'ai rencontré dans ma carrière, mais il y en a certains que c'est obligatoire. Donc, je pense à Michael Armstrong et Annick Brousseau qui m'ont donné ma chance au début là, au niveau du Ballon Blanc et maintenant au niveau de mon entreprise de production de cannabis. À Marcus Morin, qui a été mon mentor au Collège de Maisonneuve. Donc, il m'a donné énormément. Je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu ses enseignements, puis que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, je le remercie sincèrement. Des instructeurs que j'ai rencontrés à l'École nationale de police, je pense à M. Marc Fortin, Mme Cindy Classen, des instructeurs qui m'ont fait évoluer personnellement. Et des agents, des personnes que j'ai rencontrées au cours de ma carrière qui peut-être ne me connaissent même pas. Mais moi, je les ai rencontrés, ils m'influençaient parce que j'ai travaillé avec eux de près ou de loin. Constant Gagné, que vous avez interviewé récemment. Quand je travaillais au Beach Club, sur les contrats, je le voyais aller, je le connaissais de réputation. Robert Charon, qui était au Palais des Congrès, qui est aujourd'hui chez Desjardins. Normand Lavictoire, chez Best, qui est une légende. Je le regardais aller, j'essayais de voir ses réflexes, tout ça.
comment je pouvais appliquer ça au niveau de ma propre profession. Mais c'est des gens qui m'ont, même s'ils ne savent pas, m'ont influencé au cours de ma carrière. Ah, super. C'est très bien de les mentionner. Donc, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci pour toute l'information donnée. C'était extrêmement pertinent. Donc, merci, Charles-David. Ça fait plaisir, merci. Mon nom est Grazielle Lacharle. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.